Juste vous aviser que la séance ce soir va être enregistrée parce que des gens, malheureusement, qui ne pouvaient pas joindre à nous ce soir, donc ils vont pouvoir nous regarder en différé. Mais je trouve ça important de vous dire quand même que c'est enregistré. Donc, soyez pas gênés. Si vous avez des questions, on va faire une séance de questions-réponses à la fin. Donc, vous avez le choix à ce moment-là d'utiliser votre microphone ou d'utiliser la fonction chat pour taper votre question. Donc, je vous promets qu'il va y avoir du temps là, pour des questions, des choses qui auraient à clarifier ou encore des choses qui n'auront pas été couvertes dans la mise à jour ce soir. Alors, je vous rappelle que la conférence ce soir, elle est accréditée par le bureau de la FMC de l'Université d'Ottawa, autant pour les médecins de famille que pour les médecins spécialistes. Donc, on va ouvrir la caméra. Je suis rendu passer à 1 mètre dans le Zoom maintenant. J'en ai fait ce matin avec l'Université McGill. J'en ai fait cet après-midi avec l'Université d'Ottawa. Et ce soir, en formation médicale continue. Donc, bienvenue tout le monde à cette mise à jour en allergologie 2020, donnée par un spécialiste en médecine interne. Pourquoi l'allergie? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que dans ma formation, avant de venir à l'hôpital Montfort, j'avais effectué un 6 mois supplémentaire en allergie clinique et en asthme. Donc, depuis 1998, c'est moi qui coordonne la clinique d'allergie à l'hôpital d'Ottawa, pardon, l'hôpital Montfort, c'est une longue journée, à l'hôpital Montfort et à l'hôpital d'Hawkesbury également. Donc, l'hôpital Montfort à Ottawa et l'hôpital d'Hawkesbury. Donc, ce soir, mise à jour en allergologie, je vais partager avec vous des perles cliniques, des nouveautés dans le traitement des maladies allergiques en 2020. Et pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'intention de parler de principes d'immunologie, puisque si je vous montre des diapos comme ça, rapidement, c'est ce que je vais obtenir ici. Donc, le but, c'est de ne pas vous endormir, parce que l'immunologie, ça peut être assez complexe. Si je parle de notions de TH1, TH2, puis d'IgA, puis de TGF, on va se perdre, puis cliniquement, ce n'est pas pertinent. Ce qui est important, c'est la relation avec le patient. Pouvoir répondre à ces questions, pouvoir référer la bonne personne. Donc, c'est pour ça que ce soir, on va être très pratique. On va voir des cas cliniques pour chacune des sujets. Ça va être interactif. C'est sûr que c'est plus difficile en virtuel d'être interactif, mais j'ai quand même intégré des questions à choix multiples. Je ne vous demanderai pas nécessairement de répondre, mais juste de réfléchir à savoir quelle serait la meilleure réponse. Puis rapidement, on va voir un petit peu qu'est-ce qui devrait être le meilleur choix selon les lignes directrices en 2020. Donc, perles cliniques, je vais passer vraiment des messages importants sur des choses qui sont importantes, puis surtout à clarifier avec les patients. Parce que je remarque que souvent, les patients sont très déçus d'une consultation d'allergie, parce que pour eux, ils étaient convaincus qu'il y avait des allergies. Et la première chose que je vais leur dire, ça n'a rien à voir avec l'allergie. Donc, particulièrement quand on va parler d'intolérance alimentaire, quand on va parler d'urticaire chronique, on va voir que ces maladies-là n'ont rien à voir avec l'allergie. C'est important d'enseigner nos patients pour s'assurer qu'ils ne soient pas déçus, particulièrement lorsqu'ils les voient. Donc, les objectifs ce soir, on va parler des rhinites notamment. Donc, on va parler rhinite allergique, rhinite non allergique, sinusite chronique, vasomotrice, parce que oui, il y a des maladies graves, mais il y a des maladies moins graves, mais qui affectent nos patients. Quand le nez se met à couler de façon inappropriée, quand on est congestionné, puis ça crée de la fatigue, des changements d'humeur, c'est important. Puis la rhinite fait partie des raisons de consultation que vous voyez beaucoup en médecine familiale. Deuxième objectif, on va parler l'asthme. J'en parlerai pas beaucoup parce qu'on pourra faire une conférence sur l'asthme. Je vais juste parler un petit peu de la toux comme équivalent de l'asthme, puis juste résumer les changements en ligne directrice. Et la dernière partie, on va parler d'urticaire chronique, une maladie qui est très frustrante, maladie auto-immune dont la cause n'est pas connue, mais qui n'a rien à voir avec l'allergie aussi. Donc, c'est important lorsqu'on va parler d'antihistaminique, lorsqu'on va parler de deuxième ligne, que vous soyez en mesure d'aider vos patients. Parce que l'urticaire chronique, c'est une autre maladie invalidante. Puis les patients souffrent très souvent, parce qu'on va voir que ça affecte leur qualité de vie. Donc, c'est ce qu'on va parler ce soir. Donc, du respiratoire, on va parler d'allergie alimentaire, on va parler d'urticaire, d'angioedème. On va juste parler un petit peu de l'asthme dans une condition clinique. Puis la dernière partie, c'est vous qui allez animer le sujet selon les questions.
Donc, si on commence par le premier cas, je l'ai appelé Docteur, je déteste l'automne, c'est sûrement une allergie. Quand quelqu'un déteste l'automne, c'est peut-être parce qu'il fait moins chaud, peut-être parce que les journées sont plus courtes, peut-être parce qu'on a des allergies. Donc, il vous dit c'est sûrement une allergie. Donc, le scénario est le suivant. Vous voyez cette personne de 22 ans qui vient vous voir pour congestion nasale et prurite oculaire. Et elle vous dit, c'est toujours l'automne, entre le 15 août et le 15 octobre. Selon elle, elle a des difficultés de concentration, puis elle vous dit qu'elle a une histoire familiale d'atopie également. Donc, dans sa famille, eczéma, asthme. Extrêmement fréquent. Un des cas les plus fréquents que je vois à ma clinique. Donc, vous avez cette situation-là. Et on vous demanderait quel traitement serait le plus approprié pour cette patiente. Donc, si vous voyez une patiente comme celle-là ici, et qui vous rapporte cette histoire-là, et qui vous disent, moi, j'aimerais améliorer mes symptômes, puis on va parler d'immunothérapie, mais si on parlait au niveau non pharmacologique, qu'est-ce qui serait la meilleure solution? Puis en fait, toutes les réponses pourraient être bonnes, mais on va voir qu'il y en a peut-être un qui se démarque un peu plus là-dedans, mais tout ça pourrait quand même améliorer notre patiente. Mais il y en a qui ont un petit peu plus d'utilité que d'autres. Donc, on va voir un petit peu la pharmacologie des maladies allergiques ce soir. Donc, si on a ce cas-là ici, le diagnostic rhinite allergique. Évidemment, on peut avoir une suspicion clinique. On va prouver que c'est allergique quand on aura fait des tests d'allergie. Et en passant, les tests d'allergie, on peut les faire, mais si vous voulez une preuve aussi, vous pouvez les demander vous-même, les tests d'allergie. C'est des IgE, dans le fond. Donc, ce qu'on appelle IgE égale allergie. Et c'est possible au laboratoire de vérifier les IgE contre l'herbe à poux, le gazon, les arbres, etc. Donc, ce n'est pas limité uniquement à l'allergiste. Ça peut être demandé également par n'importe qui au laboratoire. Donc, lorsqu'on parle de rhinite allergique, on dit qu'elle est saisonnière ou elle est perannuelle. Parfois, elle est seulement hivernale. Donc, vous imaginez que si vous êtes dans la maison avec des allergènes, ça va être pire à l'hiver à ce moment-là. Habituellement, elle débute avant 40 ans. Donc, ça, c'est un message. Un patient de 50, de 60, 70, 80, qui tout d'un coup développe des allergies, n'a pas d'allergie. Vous allez voir que la rhinite que ce patient présente là, c'est une rhinite souvent vasomotrice. Donc, ça va me faire plaisir d'y voir le patient, mais je vous préviens à l'avance que si les allergies débutent après l'âge de 60 ans, votre patient n'a aucune allergie. Les maladies atopiques, c'est beaucoup plus jeune, et dans le cas de la rhinite allergique, c'est avant 40 ans en général. Il y a des exceptions, évidemment, mais la majorité sont des patients jeunes. Donc, les personnes âgées n'ont pas d'allergie. Et en fait, la rhinite allergique tend à s'améliorer vers l'âge de 60 ans. Donc, si on développe des nouveaux symptômes, on élargit le diagnostic, parce que c'est souvent de la rhinite non allergique. Rhinorrhée claire, comme de l'eau. Si un patient vous dit « j'ai le nez congestionné et le mucus il est jaune, vert », on est dans l'infection chronique, dans la sinusite chronique. Donc, je vais souvent leur demander quelle couleur le mucus. Si c'est clair, on a plus de chances que ce soit une rhinite allergique. Donc, si on regarde l'épidémiologie, c'est fréquent, particulièrement dans la région d'Ottawa, 10 à 20 de la population fait partie des maladies atopiques comme l'asthme, l'eczéma, l'allergie alimentaire, et ça peut être sévère au point d'altérer la qualité de vie, le sommeil puis le rendement au travail. Donc, oui, les gens vont dire que c'est seulement une rhinite allergique, c'est pas grave, mais il y en a qui sont vraiment affectés. Lorsqu'on a de la misère à respirer, lorsqu'on est constamment congestionné, ça peut affecter l'humeur, ça peut affecter notre sommeil. Et à ce moment-là, on parle de rhinite allergique sévère quand ça a une inférence sur la qualité de vie. Donc, rhinite allergique saisonnière, particulièrement dans la région d'Ottawa, puis je sais que vous êtes de partout ce soir, mais rappelez-vous que les arbres, c'est le printemps. Le gazon, c'est l'été. L'herbe à poux, c'est l'automne. Donc, il y a des malchanceux qui est du 15 avril au 15 octobre, rhinite allergique saisonnière. Puis évidemment, on peut avoir une rhinite perannuelle ou pire à l'hiver. Vous avez une belle photo de petits acariens ici. Il y en a 300 000 dans votre lit présentement. Donc, on n'est pas allergique à la bébite, mais la bébite digère nos poils, notre peau, et c'est les selles d'acariens. Donc, ce qu'on parle d'allergie à la poussière, dans le fond, ce sont les selles d'acariens, qui sont les petites araignées. Les chats, les chiens, les moisissures, tout ça peut contribuer également à la rhinite allergique. Donc,
Je vous promets que je ne vous montrerai pas beaucoup de photos d'immunologie, mais juste pour vous rappeler qu'il y a une sensibilisation qui est créée. Donc, vous avez le mastocyte. Puis en fait, c'est le principe du test d'allergie. Le mastocyte a déjà ses anticorps IgE. Lorsqu'il rencontre son allergène, bien évidemment, il se passe une réaction inflammatoire, on libère des médiateurs et on développe les symptômes de rhinite. C'est aussi le principe du test d'allergie. Lorsque je mets la goutte, lorsque je gratte avec une petite aiguille, je crée une libération de médiateurs et au site du bras du patient, je suis capable de voir à ce moment-là si le test il est positif ou s'il est négatif. Donc, dans la région d'Outaouais, là, je vais parler pour ma paroisse parce que la majorité de mes patients viennent d'ici. Voici les dates importantes. 15 avril, les arbres. 15 juin, le gazon. 15 août, l'herbe à poux. Chaque période dure 2 mois. On a dépassé le 15 octobre. Pour 2020, il n'y a plus de pollen. Ils vont revenir en avril 2021. Donc, une accalmie pour les saisonniers, mais c'est pire pour ceux qui rentrent dans la maison avec les chats, les chiens, les acariens. Donc, c'est vraiment un cycle. C'est important de reconnaître l'histoire. Et lorsque je rencontre les patients, je leur demande toujours, est-ce qu'il y a une variation saisonnière? Est-ce que vous voyez les différences entre l'été et l'hiver? Puis il y en a malheureusement que c'est toute l'année. Donc, pollen l'été, acariens animaux l'hiver. Donc, on les voit, les petites bébites ici. Donc, on a parlé de l'acarien, hein, qui est quand même très fréquent dans les tapis, dans les matelas. Moisissure, hein, on pense au sapin de Noël naturel qui rentre au mois de décembre. Ça peut être à cause de la moisissure. Le chat soit toujours pire que le chien, mais le cheval est pire que le chat. Donc, c'est intéressant parce que les gens parlent de poussière. Puis, je reçois souvent des consultations qui disent patient de la rhinite, pire au bureau. Bien, à moins de coucher au bureau, il n'y a pas d'acarien au bureau. L'allergie, c'est vraiment domestique, si vous habitez. Si vous avez des problèmes au bureau, c'est la qualité de l'air. Ça porte même un nom, le Big Building Syndrome. Donc, vraiment, quand la qualité de l'air n'est pas bonne, des fois c'est la photocopieuse, des fois c'est vraiment la circulation, il y a des gens qui peuvent avoir des symptômes, mais ça n'a rien à voir avec l'allergie. Donc, c'est une forme de rhinite vasomotrice, si on veut, de sensibilité chimique multiple. Mais l'allergie, ça prend une glycoprotéine. C'est pour ça qu'on n'est pas allergique à la fumée de cigarette. On n'est pas allergique au parfum. On ne peut pas être allergique à quelque chose d'inorganique, mais on peut avoir des intolérances et être sensible. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour la rhinite allergique? Bien, selon les lignes directrices, habituellement, la première étape, ce que je fais toujours, c'est essayer d'améliorer l'environnement. Donc, est-ce que les animaux peuvent, est-ce qu'on peut limiter l'accès à la chambre à coucher? Est-ce qu'on peut mettre des mesures anti-acariens, les housses? Est-ce qu'on peut contrôler l'humidité? Les antihistaminiques oraux, H1, de deuxième ou même de troisième génération sont recommandés. Puis on va voir un petit peu qu'il faut se méfier des antihistaminiques de première génération. Pour les cas plus légers, ça fonctionne bien. Mais lorsqu'on parle de congestion et de rhinite, le meilleur traitement, c'est encore les stéroïdes intranasales. Mais malheureusement, ce n'est pas très populaire. Beaucoup de patients vont préférer prendre une pilule que de prendre des stéroïdes en inhalation nasale, mais le stéroïde est beaucoup plus efficace pour les symptômes du nez et les symptômes oculaires. L'antileucotriène est intéressant, surtout si vous avez de l'asthme, parce que le singulaire est un anti-asthmatique, mais aussi un anti-rhinite. Donc, si un patient fait de l'asthme allergique et de la rhinite, bien, en prenant une médication comme le singulaire, on va aider aussi bien l'asthme que la rhinite, mais c'est beaucoup plus dispendieux, évidemment. L'immunothérapie, toujours une possibilité. On ne parlera pas de chirurgie ici, là, c'est vraiment dans des cas très exceptionnels d'hypertrophie des cornets. Mais l'immunothérapie peut être utilisée. C'est la troisième ligne. Donc, 1, contrôler l'environnement. 2, médication sécuritaire. 3, immunothérapie pour ceux qui ont le temps ou les moyens de le faire. Donc, c'est ça un peu l'échelle. Donc, antihistaminique, c'est bon pour les cas légers, mais ce n'est pas suffisant. Et bien important aussi, ces médicaments-là fonctionnent mieux en prophylaxie, 2 semaines avant le début des symptômes. Donc, si on sait qu'on a des problèmes d'arbre, que ça commence le 15 avril, on commence le traitement le 1er avril. Parce qu'un nez qui est déjà bloqué, vous ne pourrez pas rentrer un stéroïde inhalé à l'intérieur. Tout est bloqué. Mais 2 semaines avant, il n'y a pas de symptômes. Donc, on se prépare. Et quand les allergies arrivent, on continue la médication. Puis, on est prêt à ce moment-là. Donc, ça fonctionne mieux en prophylaxie. Puis, il y en a beaucoup d'antihistaminiques. Hein? Là, c'est des noms commerciaux, mais sachez que les antihistaminiques ont même gagné le prix Nobel de 1944.
L'hydroxyzine Atarax est là depuis 59. Diphénhydramine, Benadryl depuis 73. Vous connaissez bien les cétirizines, la réactine, le claritin, Aerius, sont arrivés dans les années 90. Et plus récemment, les petits nouveaux, la rupatadine, le Rupal, en 2016, et le bilastine, le Blixten, en 2016 également aussi. Vous allez voir que la première génération, ils étaient efficaces, mais il y avait un gros problème, c'est l'activité cholinergique puis l'effet sédatif. Et c'est pour ça que vous avez des patients, des fois, qui prennent de façon très fausse, en passant, du Benadryl comme somnifère. Mais on va voir que ça a quand même des effets néfastes sur le sommeil. Le message en 2020, tenez-vous loin de la première génération. Vous allez avoir la même efficacité avec les nouveaux sans avoir les effets pro-arythmiques, cholinergiques et sédatifs. C'est une erreur en 2020 de prendre du Atarax, du Benadryl, du chlortripolon, justement à cause des effets secondaires, alors que les nouveaux agents sont beaucoup plus sécuritaires. Parce que les premières générations, bien, il y a des problèmes. Regardez tous les effets secondaires. D'abord, l'appétit, surtout le fait que c'est comme de l'alcool. Hein. Certains ont dit qu'un Benadryl 50, c'est comme alcool 0,08 pour ce qui est des réflexes et de la vigilance, en plus des risques pro-arythmiques, sécheresse buccale, etc. Donc, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Et aussi, il interfère avec le sommeil réparateur. Fait que autant, on va dire, je suis fatigué avec le Benadryl, puis ça m'endort, autant le sommeil est de mauvaise qualité. Donc, en 2020, il n'y a plus de place pour la première génération. C'est sûr qu'il faut aviser nos urgentologues parce qu'il y a des réflexes qui se créent. À l'urgence, c'est Benadryl. À l'hôpital, c'est Benadryl. Mais à chaque fois que je fais une consulte à l'hôpital, je change d'antihistaminique. Puis même en gériatrie, j'ai eu un cas récemment d'hypotension orthostatique. Et en enlevant Benadryl, on a réglé le problème. Donc, les personnes âgées particulièrement sont beaucoup plus sensibles et on devrait absolument les éviter. C'est une étude d'antihistaminique qui, en fait, repousse le sommeil paradoxal. Donc, on a l'impression qu'on s'endort, mais ce n'est pas un sommeil de bonne qualité. Puis le sommeil paradoxal, lui, il est repoussé et réduit. Message 2020, évitez-les le plus possible. Donc, et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que les agents les plus nouveaux sont sous ordonnance. Donc, les patients n'aiment pas acheter en vente libre les médicaments parce qu'ils disent que ça coûte cher, mais Blexten, Réactine, Rupal, ce sont tous disponibles sous ordonnance. Donc, un patient qui a des bénéfices, pourquoi pas y aller vers un antihistaminique sous ordonnance, qui n'est pas nécessairement plus cher qu'un sur les tablettes, mais que le patient va apprécier parce qu'il n'aura pas à assumer les coûts. Et on va voir que dans l'urticaire, des fois, ça peut coûter cher puisqu'on peut utiliser les antihistaminiques à 4 fois la dose habituelle. Donc, c'est un tableau simplement qui vous démontre ce qui est en vente libre, ce qui est en vente en ordonnance également. Donc, les stéroïdes d'inhalation nasale, n'ayez pas peur. Hein? Les gens n'aiment pas se mettre ces choses dans le nez, puis ils ont tout mélangé avec les décongestionnants. Un décongestionnant topique, c'est dangereux. Dristan, Otrivin, 5 jours maximum. Si on en abuse, on peut développer une rhinite médicamenteuse. Mais les stéroïdes d'inhalation sont sécuritaires, même à long terme. Il y a des patients que ça fait 30 ans qu'ils vont prendre du Flonase, du Nasonex, puis il n'y a pas de tolérance. Ça fonctionne mieux en prophylaxie. Ce n'est pas absorbé. 99,2 reste au niveau du nez. Ça va chez les enfants aussi, il n'y a pas d'effet sur la croissance. C'est sécuritaire en grossesse. La seule chose, c'est que ça peut donner des saignements de nez. Donc, je dis toujours aux gens, au lieu de l'envoyer tout droit, envoyez-le un petit peu croche vers l'oreille. Vous allez avoir la même efficacité, mais sans les effets secondaires. Donc, il n'y a aucune crainte à utiliser des stéroïdes d'inhalation nasale, même à long terme. Donc, perle clinique, prophylaxie. Si votre nez il est complètement congestionné, votre stéroïde ne fonctionnera pas. C'est important de connaître les allergies pour commencer avant qu'elles arrivent. 2 semaines pré-exposition. En avril, c'est les arbres. En juin, c'est le gazon. En août, c'est l'herbe à peau. Antihistaminique, c'est bon pour le prurite, mais c'est un mauvais décongestionnant. Le stéroïde est beaucoup mieux à ce moment-là. Donc, c'est ce que je voulais parler. Un petit point sur l'immunothérapie, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. L'immunothérapie sous-cutanée. Je sais que la plupart des médecins de famille haïssent ça de donner des vaccins d'allergie ou c'est votre infirmière qui le donne.
Ça fait quand même 100 ans que c'est utilisé. Ça modifie puis ça améliore les symptômes. Le seul problème, c'est que ça demande du temps. Et pour les gens qui passent 6 mois en Floride, c'est très difficile de faire l'immunothérapie parce qu'ils vont devoir arrêter. Donc, il y a des patients que c'était un miracle pour eux. Grâce à l'immunothérapie, on leur a donné des petites doses croissantes d'antigènes pour développer une tolérance et éventuellement, ils ont pu se débarrasser de la médication. Donc, voici un horaire. Hein? Donc, si je prescris sous-cutané, le patient va faire à chaque semaine une injection 10 semaines. Ensuite, on va aller aux 2 semaines. Après ça, on va aller au mois et on va poursuivre environ 5 ans. Ça fonctionne très bien, mais ça demande du temps et il y a toujours un risque d'anaphylaxie. Donc, ça veut dire que le patient est dans la salle d'attente et il doit attendre 30 minutes pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction au vaccin. Donc, c'est pour ça, parce que la raison de l'attente, c'est que la plupart des réactions systémiques graves surviennent dans les 30 minutes. Donc, c'est très rare que ça survienne après. Donc, c'est pour ça que les gens attendent dans la salle d'attente pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction. Par contre, dans les dernières années, est arrivée l'immunothérapie sublinguale. Et là, c'est intéressant parce qu'on dit aux patients, tu vas avoir l'immunothérapie, mais tu n'auras pas besoin d'aller chez le médecin avoir une injection. C'est toi qui vas faire fondre le comprimé le matin chez vous, qui est équivalent à l'immunothérapie sous-cutanée. Et c'est pour ça qu'il y a plein de nouveaux médicaments qui sont arrivés, Grastec et Oralair pour le gazon, Raguitec pour l'herbe à peau, Acarizax pour acarien, et le dernier, Etulatec, qui est pour le bouleau, qui est vraiment le pire des arbres au printemps. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a révolutionné un peu l'immunothérapie. Si vous allez en Floride l'hiver, vous allez continuer votre immunothérapie. Pas besoin d'aller chez le médecin. On s'est aperçu que c'était aussi efficace que le sous-cutané, moins de risque d'anaphylaxie, mais beaucoup plus cher. 5 fois plus cher. Évidemment, ces petits comprimés-là, ils ont investi beaucoup. Retour sur l'investissement. Donc, un vaccin d'allergie coûte 300 $ par année. Un sublingual peut coûter 1 500 $ par année. Mais pour certains patients, ça fait une énorme différence. Donc, c'est efficace chez les enfants et les adultes, puis ça a des effets modificateurs de la maladie. Ça peut même prévenir l'asthme, tout en améliorant la rhinite aussi. Donc, le patient le fait chez lui et il y a un risque minime d'anaphylaxie, encore moins important que l'immunothérapie sous-cutanée. Donc, souvent, par contre, j'aime mieux le donner moi-même pour nous assurer qu'il n'y a pas de risque d'anaphylaxie. C'est extrêmement rare. Donc, je vais souvent donner la première dose et je veux que le patient soit conscient des effets secondaires qui sont minimes, mais qui sont là. Dans les études, lorsqu'on compare au placebo ou à d'autres événements, on voit tous des avantages. Et dans certaines études, lorsqu'on les comparait au sous-cutané, c'était à peu près équivalent aussi. Donc, c'est une alternative qui peut être très efficace puis qui demande beaucoup moins de temps. Puis par rapport aux gens qui prenaient des antihistaminiques, des gouttes oculaires ou du stéroïde d'inhalation nasale, bien, ceux qui avaient l'immunothérapie avaient beaucoup moins de symptômes que ceux qui prenaient les médicaments. Les symptômes, les effets secondaires sont très minimes. Dans le fond, c'est surtout que ça pique. Donc, pendant les premiers jours, lorsque le patient va faire fondre le comprimé sous la langue, il peut remarquer que ça pique, que c'est peut-être irrité. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on fait un test d'allergie dans la bouche. Si vous êtes allergique au bouleau et que je vous donne du bouleau à manger, bien, c'est évident que vous allez avoir des symptômes locaux. Mais habituellement, c'est pour une semaine, puis tout disparaît par la suite. Donc, si on regarde un peu les avantages du sublingual, c'est à la maison. Il y a moins d'anaphylaxie. Il peut y avoir des effets secondaires locaux. Puis évidemment, de plus en plus, certains vont avoir une indication chez les enfants. Les enfants n'aiment pas les piqûres habituellement. Donc, ça pourrait fonctionner. Les nouveaux, par contre, ne sont pas encore indiqués chez les enfants. Ça prend d'autres études. Donc, je dirais que c'est peut-être plus un traitement approprié pour l'adulte. Mais de plus en plus, on va l'étudier chez les enfants, puis on pense que ça va remplacer éventuellement le sous-cutané. Puis dans le cas de la pandémie, c'est intéressant parce que ceux qui avaient des vaccins par injection ne les ont pas reçus. Les cliniques étaient fermées pendant des mois, alors que ceux qui étaient sublinguales, eux, pouvaient continuer à faire leur immunothérapie. Donc, c'est plus pratique, c'est équivalent, beaucoup plus cher, par contre, mais couvert par les régimes provinciaux.
Et Raguitec pour l'herbe à peau est couvert par OIP pour les gens qui n'ont pas d'assurance, qui sont sur le régime provincial. Raguitec est couvert en Ontario, mais pas les autres présentement. Parfait. Donc, on a parlé beaucoup de rhinite allergique, on a parlé médication, on a parlé immunothérapie. Voici un autre cas. Docteur, je tousse depuis 6 mois. C'est sûrement une allergie. Tout chronique. Hein? Donc, tout ça est tiré de ma pratique. Je vois beaucoup de patients pour tout chronique. Alors, le patient suivant, il a 43 ans, il est non-fumeur. Non-fumeur, c'est important. Il tousse depuis 6 mois et l'indice, ça a commencé suite à une infection des voies respiratoires supérieures. Il n'y a pas de reflux, cliniquement. Il n'y a pas de rhinorrhée ou de congestion nasale. Donc, qu'est-ce qu'il a, le patient ici? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir? Une rhinite allergique? Une sinusite chronique? De l'asthme? Ou bien, c'est dans sa tête, une toux psychogénique. Ça existe, la toux psychogénique. En fait, c'est intéressant de définir d'abord ce que c'est la toux. Hein? La toux, c'est un mécanisme de défense et il y a des récepteurs de toux à différents endroits. On associe toujours la toux au poumon, alors qu'il y a des récepteurs ailleurs que dans le poumon. Je suis d'accord qu'il y en a dans la trachée et les bronches, mais il y en a dans le larynx et le pharynx. Donc, tout ce qui coule en arrière, rhinite postérieure, sinusite chronique, ça peut causer de la toux. Il y a des récepteurs de toux dans le canal de l'oreille. Donc, si vous avez de la cire dans les oreilles et que j'enlève la cire, la toux peut arrêter. Donc, pensez à examiner les oreilles, les surfaces comme la plèvre, le diaphragme et même le système digestif. Donc, si vous avez un irritant, si vous avez du reflux, si vous avez du mucus qui coule, si vous avez de l'inflammation dans les voies pulmonaires, le nerf vague envoie un signal au centre de la toux et en utilisant 3 nerfs, crée le réflexe de tousser. Donc, on tousse souvent parce qu'on a un irritant au niveau de ces ondes-là. Chez le fumeur, la principale cause de toux chronique, c'est la bronchite chronique, causée par le tabagisme. Donc, parfois avec MPOC, hein, si la spirométrie est anormale. Donc, classique patient bronchite chronique, les bronches sont remplies de mucus, l'oxygénation déficiente, regardez la belle couleur, vous voyez l'hypocratite digitale, et ça, c'est pas un café, c'est un crachoir. Donc, même la position, hein, le fait de détacher la ceinture, d'utiliser le diaphragme, est classique de patient bronchite chronique. Puis, il y a un seul traitement, c'est d'arrêter de fumer à ce moment. Donc, quand je vois des patients, je leur pose 2 questions. D'où vient la toux? S'il me pointe la gorge, ce n'est pas les poumons. Donc, je vais suspecter reflux ou rhinite postérieure. Et ensuite, je vais leur demander est-ce que la toux elle est productive ou non. Et s'il me dit je crache jaune ou je mouche vert, on est dans la sinusite chronique. L'allergie ou le vasomoteur, c'est clair. Quand c'est purulent, c'est une infection chronique. Donc, je leur demande la couleur du mucus, puis je leur demande d'où vient la toux. Si c'est la gorge, ne traitez pas avec un anti-asthmatique. Mais un patient qui a une toux asthmatique va souvent vous dire « ça vient de creux ». Il va pointer le thorax, on est beaucoup plus dans l'asthme. Demandez-leur d'où vient la toux, est-ce qu'elle est productive ou non, et si elle est productive, quelle couleur est le mucus. Et les IACA, c'est une autre question. Les gens vont dire c'est à cause de ma médication, je prends du périndopril, du ramipril. Rappelez-vous que la toux et les IACA, c'est une toux qui est sèche, non productive, plus fréquente chez les femmes, et que si vous arrêtez votre IACA, 4 jours plus tard, la toux va disparaître. Si elle est encore là, ce n'est pas relié aux IACA. Et si le patient fait du gourmage, hein, quelque chose comme parce qu'il y a du mucus ou sa voix change, ce n'est pas l'IACA non plus. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est si vous savez que le patient n'avait pas de symptômes de rhinite, par contre, il vous a dit que ça a commencé suite à une infection des voies respiratoires supérieures, la toux peut être un équivalent asthmatique. Donc, on peut tousser de façon chronique sans avoir de bronchospasme, puis être tout de même asthmatique à cause de l'inflammation. La sinusite chronique, c'est différent, ça. C'est des patients qui ont de la congestion, du mucus purulent, ils ont une toux souvent de l'arrière-gorge, puis ça va durer assez longtemps. C'est dur à traiter la sinusite chronique. C'est sûr qu'on va recommander les stéroïdes topiques, parfois la prénisone, c'est très sévère, et quand ça ne fonctionne pas, les antibiotiques prolongés. Mais l'antibiotique, on n'aime pas beaucoup, parce que c'est 4 à 6 semaines d'antibiotiques forts, mais des fois, c'est la seule chose qui va fonctionner. Mais habituellement, une sinusite chronique, ça prend de la purulence, puis ça prend des symptômes de congestion.
Souvent, un ORL va faire un CT scan pour voir si c'est vraiment ça. Mais rappelez-vous que le traitement est frustrant parce que ça ne marche pas toujours rapidement. Puis lorsque vous allez antibiotiques, ça parle d'une longue période qui peut aller de 4 à 6 semaines d'antibiotiques. Le gros changement en 2019, c'était le traitement pour l'asthme. Vous savez qu'on a mis à la poubelle le Ventolin et on est entré le stéroïde formoterol. Dans ce cas qui nous intéresse, le Symbicort, qui est venu prendre un monopole dans le traitement de l'asthme. Et ça faisait beaucoup de sens parce qu'un patient qui a des symptômes asthmatiques a des symptômes inflammatoires. Et avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un bronchodilatateur puis on ouvrait les poumons. Mais on ne traitait pas l'inflammation. Jusqu'à ce qu'on ait des études Sigma 1, Sigma 2 qui ont démontré que d'utiliser un médicament de secours qui contient un stéroïde et un LABA qui agit aussi vite mais plus longtemps, ça réduisait les exacerbations d'environ 64 %. Donc, c'est pour ça que Symbicort s'est positionné numéro 1 au besoin et de façon continue et au besoin. Donc, on a simplifié le traitement de l'asthme en utilisant une seule pompe et on a mis à la porte l'orange, la bleue puis les autres pour vraiment simplifier le traitement. Puis ce n'est pas, c'est Gina, donc c'est vraiment les lignes internationales, ce n'est pas la compagnie Symbicort qui a financé ça. Tout le monde aurait pu participer. C'est juste que tous ceux qui ont accepté de participer, c'est le seul. Puis la grosse différence vient du formoterol, qui est un LABA qui agit rapidement puis qui agit longtemps. Donc, c'est la grosse révolution 2019-2020 pour l'asthme qui a remplacé le Ventolin comme traitement de secours. Parfait. Donc, un autre cas que vous voyez souvent, ça c'est la petite madame qui vous dit « Mon nez coule toujours, c'est sûrement une allergie ». Bien, moi, je vois cette patiente-là, je sais tout de suite que c'est sûrement pas une allergie. 72 ans, elle vous dit que son nez coule constamment. Elle va à l'église, son nez coule. Elle mange, son nez coule. Elle n'a jamais fait d'histoire d'allergie. Elle n'est pas congestionnée. Mais elle éternue, par contre. Puis elle dit qu'elle est sensible ou allergique au parfum ou à l'encre quand elle lit son journal. Donc, quel traitement serait le plus approprié pour cette patiente? Antihistaminique, stéroïde d'inhalation nasale, anticholinergique nasal ou décongestionnement topique? Ben d'abord, il faut savoir quel est le diagnostic. Donc, cette patiente-là présente probablement ce qu'on appelle une rhinite vasomotrice, qui est en fait une maladie neurologique associée à l'âge. Ce n'est pas dangereux, mais ce que ça fait, c'est que les glandes à mucus de votre nez se mettent à hyper-sécréter, ça coule en avant, ça coule en arrière, et on est pris avec ce qu'on appelle des allergies, mais qui n'a rien à voir avec l'allergie. Donc, elle peut être antérieure, postérieure. C'est le tonus parasympathique qui est augmenté au niveau. Donc, c'est neurologique. Et rappelez-vous qu'il y a quand même des nerfs qui vont déclencher la production de mucus. Donc, quand le parasympathique est augmenté, on développe la rhinite vasomotrice. Maladie après 40 ans. C'est des patients qui ont le nez sensible. Ils vont dire « je suis allergique au parfum, au détergent, à la fumée de cigarette ». Tout ça est vasomoteur. Ça n'a aucun lien avec les allergies. Je vais les faire, les tests, pour prouver qu'ils sont négatifs. Mais je me dis toujours, je le fais juste pour montrer aux patients que c'est négatif, parce que je ne vais jamais trouver de nouvelles allergies, à moins que le patient est connu pour des allergies depuis 40 ans. Mais si ça a commencé récemment, c'est rarement allergique. Donc, encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que je ne veux pas voir vos personnes âgées, mais dites-leur, je vais te référer, mais c'est parce que vous le voulez bien, les tests vont être négatifs. C'est traitable, mais ce n'est pas guérissable. Puis dans la rhinite vasomotrice, quand le problème est surtout de la congestion, j'utilise le stéroïde d'inhalation nasale, mais quand le problème est de la rhinorrhée, le nez coule, c'est là que je vais utiliser un anticholinergique nasal. Il s'appelle l'Atrovent intranasal ou l'ipratropium intranasal. Une inhalation par narine, une fois ou jusqu'à 4 fois par jour. On peut l'utiliser au besoin. Ça assèche les muqueuses. Ça peut parfois donner des maux de tête, mais c'est bien toléré. Les seules contre-indications, c'est encore une fois, c'est un anticholinergique, s'il y a du glaucome sévère, s'il y a du prostatisme. Et en Ontario, c'est couvert avec le code LU03. Donc, les gens ne connaissent pas ça. C'est le même Atrovent qu'on utilisait dans la MPOC, donc muscarinique. Mais dans ce cas-là, ici, c'est vraiment pour assécher le nez. Puis il y a des gens, vraiment, lorsque vous leur donnez ça,
Ils prennent ça avant d'aller à l'église, ils prennent ça avant de manger. Ça fonctionne très bien. Puis ils vont être bien contents du résultat. Donc, c'est un médicament qui existe depuis longtemps. Il est utile dans la rhinite vasomotrice. Certains vont l'utiliser également quand ils font du sport, s'ils font beaucoup de ski, ces choses-là, puis que le nez coule. Ils vont parfois utiliser l'atrovin intranasal. Ça va diminuer la rhinorrhée aussi. OK. Donc, on a vu la rhinite allergique. On a parlé de sinusite chronique. On a parlé d'asthme. On a parlé de rhinite vasomotrice. Là, on va aller dans un autre sujet qui est très fréquent et qui est frustrant pour les patients, les intolérances alimentaires. Donc, elle vous dit, docteur, je digère mal le gluten. C'est sûrement une allergie. Voici l'histoire. 48 ans, fatigue chronique, de la diarrhée qui est fluctuante. C'est beaucoup pire avec les céréales. Par contre, elle n'a pas perdu de poids. Voici le scénario. Quel est son diagnostic? Est-ce que cette patiente a une intolérance alimentaire non spécifique? Est-ce qu'elle a une maladie cœliaque? Est-ce qu'elle a une allergie alimentaire IgE? Ou encore une entérocolite non IgE? Donc, c'est tout le chapitre des fameuses intolérances alimentaires. Encore une fois, ça me fait plaisir de voir ces patients-là, mais si le patient n'a pas été en danger de mort avec un aliment, il y a des bonnes chances qu'il n'a aucune allergie alimentaire, mais bien des intolérances non spécifiques. Et la réponse ici est probablement A. Maladie cœliaque, c'est toujours possible, mais la personne n'a quand même pas perdu de poids. Puis en général, le cœliaque, il y a un trouble d'absorption. C'est assez rare que les patients n'ont pas perdu de poids. Donc, puis on voit que c'était juste un système. Donc, l'allergie alimentaire, c'est multisystémique. Donc, on est probablement dans le A ici. Donc, allergie veut dire que le système immunitaire joue un rôle, une composante immunologique. IgE, c'est lui qui est important. Si vous avez une allergie alimentaire, vous avez des IgE spécifiques contre la noix, contre l'arachide sur vos mastocytes. Non allergique, c'est tout le reste. Les intolérances, les effets secondaires, puis les propriétés physiologiques de l'aliment. Donc, quand je vois un patient, j'ai tendance à dire j'ai évalué cette patiente référée pour intolérance alimentaire. Parce que je ne sais pas encore si c'est immunologique ou si ce n'est pas immunologique. Si un patient consomme beaucoup de fraises, puis elle dit je fais de l'urticaire, ben, c'est peut-être juste l'effet histaminique de la fraise à ce moment-là. C'est peut-être juste un effet du médicament. Si elle vous dit qu'elle ne digère pas le lait, ben, c'est peut-être un déficit en lactase. Si elle vous dit qu'elle a mangé des moules, puis qu'elle a eu une importante diarrhée puis vomissement, peut-être que les moules étaient contaminés. Si le patient me dit quand je mange du café, ben, je fais de la diarrhée, c'est peut-être une action irritative. Donc, l'histoire est extrêmement importante et très souvent à l'histoire, je sais tout de suite si c'est immunologique ou non. Si je suspecte que c'est immunologique, c'est qu'il y a plusieurs systèmes impliqués et à ce moment-là, je vais faire mon test d'allergie type 1 pour évaluer s'il y a véritablement une allergie alimentaire. Donc, au moment où je vois le patient, intolérance, le questionnaire me pousse vers un non immunologique immunologique et ensuite, je fais le test d'allergie pour prouver ce que je pense être la réponse. Anaphylaxie, habituellement, veut dire que c'est type 1. C'est médié par les IgE et c'est celui que je vais rechercher dans les tests d'allergie. En général, c'est multisystémique. Il y a des exceptions. Peut-être que le patient a seulement fait de l'urticaire, de l'angioedème. Peut-être que je suis des problèmes digestifs. Mais en général, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Respiratoire, cardiaque, cutané, digestif. Et c'est rapide. Autre point clinique. Je pense que je suis allergique aux noix. J'ai vu cette réaction-là. Quand est-ce que tu as mangé des noix? La veille. Beaucoup trop tard. C'est maximum 2 heures après l'ingestion. Donc, si vous avez mangé du poisson le matin et que votre réaction est arrivée le soir, ce n'est pas le poisson. Donc, c'est important de vous rappeler 120 minutes après l'ingestion. L'histoire. Parce que souvent, les gens veulent des tests, mais ils ne fournissent pas une histoire. Et moi, s'il n'y a pas une histoire, je ne ferai pas les tests. Je ne ferai pas les tests parce que le test n'a pas une bonne valeur lorsqu'il est positif. Il est bon s'il est négatif, mais je peux avoir plein de faux positifs. Donc, c'est arrivé souvent, les allergistes sans scrupules qui ont testé tout
le monde, juste pour leur faire plaisir, qui sont retrouvés avec des tests positifs, puis là, le patient est encore plus mélangé parce qu'il mangeait ce produit-là, puis là, il y avait un test positif. On ne fait que des tests qui sont compatibles avec l'histoire. On ne teste jamais à l'aveugle. Si vous me référez à un patient avec fatigue chronique et que vous me demandez de faire des tests d'allergie alimentaire, je ne les ferai pas parce que j'ai risque de 20 de faux positifs. Et là, je vais mélanger le patient. Il va penser qu'il est allergique aux œufs, puis à l'arachide, puis pourtant il en mange. Donc, on ne teste jamais à l'aveugle. Évidemment, c'est sûr que le test est fiable. Donc, on va leur dire d'arrêter les antihistaminiques 48 heures avant. Mais pour nous assurer, j'ai toujours un test à l'histamine pour être sûr qu'on va avoir un bon test qui est fiable. Donc, les réactions de type 1, ben, c'est ceux-là. Hein. Si vous avez mangé, puis j'en vois au moins une fois par semaine, les cas de référé d'urgence, le dernier cas, c'était une pistache ou une crevette, et que vous développez rapidement ces symptômes-là, il y a des bonnes chances que vous avez une allergie alimentaire. Donc, on voit ici l'urticaire, hein, qui fait souvent partie de la réaction alimentaire. Donc, des espèces de plaques ici très prurigineuses. Donc, pour moi, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de chances que c'est une allergie alimentaire si c'est apparu rapidement après l'ingestion. Je vois aussi des patients qui ils vont me dire, tout d'un coup, je suis allergique aux pommes, aux cerises, aux amandes, puis à tout. C'est impossible de devenir allergique à tout. Par contre, on peut avoir le syndrome d'allergie orale. Ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, ce que ces gens-là ont, lorsqu'ils consomment certains fruits frais, ils ont l'impression que ça pique au niveau de la gorge, de la langue, et c'est ce qu'on appelle le syndrome d'allergie orale. Donc, le corps, lui, lorsque vous êtes allergique au pollen, ne fait pas la différence entre le fruit, le légume ou le pollen. Donc, si vous êtes allergique au bouleau et que vous mangez une pomme, vous mangez du bouleau parce qu'il se ressemble, puis lui, il va penser qu'il est allergique aux pommes. Donc, c'est important de reconnaître qu'il y a beaucoup, beaucoup de fruits de la famille du bouleau. Il y en a de l'herbe à poux, puis même avec le latex aussi, il y a des fruits croisés. Donc, quand un patient présente uniquement des symptômes dans la bouche et la gorge et cuit, il n'y a pas de problème, c'est souvent le syndrome d'allergie orale. Donc, souvent, je vais prouver que les tests au pollen sont fortement positifs, mais que le test aux fruits n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas un IgE contre le fruit, c'est un IgE contre le bouleau, puis une réaction croisée. Il n'y a pas de risque d'anaphylaxie en général. Donc, lorsque les patients sont rassurés, ils continuent à en manger ou ils les mangent cuits, il n'y a pas de risque d'anaphylaxie. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'allergie orale. Donc, les tests d'allergie que je fais cutanés sont fiables. 20 minutes, j'ai le résultat. Quand c'est des fruits et légumes, souvent, je vais le faire avec le fruit ou le légume frais. Et ça a une belle valeur négative, mais une mauvaise valeur positive. Donc, il faut que le test renforce ce que je pense obtenir à l'histoire. Des fois, on peut faire des tests IgE spécifiques. Ils sont quand même très dispendieux. C'est 20 du test. Ça arrive des fois que je n'ai pas le test d'allergie. Ça a l'air allergique. C'est une épice quelconque ou un fruit très rare. Donc, on peut envoyer un patient au laboratoire faire un IgE. Ça coûte 20 du test. C'est moins spécifique. Mais si j'ai une histoire puis un IgE fortement positif, je viens de diagnostiquer à ce moment-là une allergie alimentaire. À ne pas confondre avec les IgG alimentaires. Les patients qui payent 300 pour avoir des tests d'intolérance alimentaire, ça n'a aucune valeur scientifique. On n'a aucun test objectif pour l'intolérance à part l'enlever de la diète et voir si le patient va mieux. Donc, il y a des gens qui cherchent dans la nourriture la cause de tout leur malheur. Ils vont payer 300 chez Danacare. Ils vont avoir une belle liste d'aliments. Puis ils vont dire, j'ai des allergies. Puis là, ils coupent le gluten, puis la farine. Puis ils se sentent bien parce qu'ils perdent du poids. Mais au bout du compte, ils frappent un mur. Puis ils ne sont pas nécessairement mieux. Rappelez-vous que ça n'a aucune valeur. L'allergie, c'est IgE. IgG veut simplement dire que vous avez mangé l'aliment. Donc, quand vous mangez un aliment, vous créez des IgG. Plus vous en mangez, plus vos IgG sont élevés. Donc, c'est sûr que si vous mangez beaucoup de gluten et que là, vous coupez le gluten et que vous commencez à perdre du poids, bien, vous allez vous sentir mieux. Mais au bout du compte, ça ne va rien changer. Donc, on ne croit pas dans ces tests-là. Ce n'est pas recommandé. En fait, c'est tout à fait inutile. Et évidemment, on peut aller plus loin, hein, parce que le test d'allergie est là. Chez les enfants particulièrement, la provocation, c'est ce qu'on appelle l'étalon or, le gold standard. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une observation. On donne des petites doses, puis on s'assure que le patient est capable de tolérer. Donc, on le fait souvent chez les enfants, notamment avec les arachides. Donc, allergie alimentaire, juste pour vous dire que c'est
quand même rare. Évidemment, dans ma pratique hospitalière, j'en vois beaucoup plus, mais posez-vous la question, est-ce que les symptômes ont véritablement l'air allergiques ou ils ont l'air de l'intolérance? Est-ce que j'ai vraiment le 120 minutes? Est-ce que j'ai vraiment l'atteinte multisystémique? Sinon, c'est l'intolérance. Enlevez-le de la diète, mais n'allez pas chercher des tests d'intolérance alimentaire, ça n'a aucune valeur scientifique. Dernier chapitre, l'urticaire chronique, juste pour parler de la clinique. L'urticaire chronique qui n'a rien à voir avec l'allergie en passant. L'urticaire chronique, ben c'est ça, hein, c'est une maladie de la peau avec des papules, des plaques qui piquent beaucoup, puis ça va durer au moins 6 semaines. Ce sont les mastocytes qui libèrent l'histamine, mais le mécanisme est complètement différent de l'allergie. Et souvent, malheureusement, aucune cause n'est identifiée. Fait que je dis aux patients, vous avez l'urticaire chronique, c'est moi le spécialiste. Je ne sais pas ce qui cause ça, je ne peux pas le traiter, mais on va vous aider quand même. C'est ce qu'il faut ça dans l'urticaire, c'est que c'est une maladie auto-immune. Et comme plusieurs autres maladies auto-immunes, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée. Puis, elle va finir par s'améliorer ou partir, ou des fois, elle ne partira jamais. Mais souvent, aucune cause n'est identifiée. Donc, l'urticaire, c'est ça, hein? C'est vraiment des plaques, des bouffies qu'on appelle. Ça se promène, ça a plusieurs sites, le visage, les extrémités. Ça ne laisse pas de cicatrices, c'est pas douloureux, mais ça pique beaucoup. Donc, on a des lésions d'urticaire, on les voit classiquement ici. Donc, souvent, les patients, quand ils viennent me voir, n'en ont plus d'urticaire, mais prendre des photos, ça nous aide à établir le diagnostic. Les causes. Il y a une différence entre l'urticaire aiguë et chronique. La chronique va durer 9 mois, mais il y a des patients que ça va durer 30 ans, 40 ans. 40% des patients qui ont des symptômes après 6 mois vont avoir de l'urticaire. Donc, plus ça a duré de temps, plus ça va durer longtemps. Donc, il faut les rassurer, c'est une maladie chronique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider, mais les gens veulent une cause. Et quand c'est chronique, on ne trouvera pas la cause. Quand c'est aigu, on est capable. Mettons qu'un urticaire qui a duré 48 heures, là, on pense quel médicament t'as pris, quel aliment t'as pris, quelle mouche ou insecte t'as pris. Ça, mais quand c'est chronique en général, 5% seulement va trouver les causes. Puis quand on trouve les causes, c'est jamais des bonnes causes. Ça peut être à cause d'un cancer ou d'une maladie inflammatoire sous-jacente. Donc, aigu versus chronique, allergique versus non allergique. Et l'urticaire, c'est une maladie fascinante parce que la majorité des cas, c'est spontané chronique. Ça, c'est le nouveau terme qu'on utilise. Avant, on avait le terme urticaire idiopathique. Maintenant, on appelle l'urticaire spontané chronique. Mais on peut avoir des urticaires physiques aussi. Et ça, j'ai vu de tout ça dans ma pratique. Dermographistes, les gens qui réagissent au frottement, les vêtements trop serrés, l'urticaire au froid, hein, un coup de vent à l'automne, puis l'urticaire sort, l'urticaire solaire au soleil, la chaleur, hein, à chaque fois que la température corporelle augmente, l'urticaire sort, à la vibration, au contact, hein, on peut faire de l'urticaire de contact aussi, et un cas que j'ai vu d'urticaire aquagénique, imaginez, à chaque fois que l'eau touche la peau, il fait de l'urticaire. Donc, le froid, c'est peut-être ce que je vois le plus souvent, la chaleur aussi, mais la majorité sont ici, dans l'urticaire spontané chronique. Donc, c'est fréquent, hein? 1% de la population générale, les femmes, les plus jeunes, puis habituellement, c'est plus grave quand ça dure plus longtemps. Donc, juste pour faire exprès. Et ça affecte la qualité de vie. Hein? Le prurite, c'est le premier, puis l'urticaire n'est pas loin. Donc, même par rapport au psoriasis, la rosacée, tout ça, on voit que l'urticaire affecte la qualité de vie. Mais on peut améliorer les symptômes. On connaît mieux la maladie maintenant. On ne peut pas jouer sur l'auto-immunité, mais on peut jouer sur la phase finale, qui est la libération d'histamine. Donc, les causes d'urticaire, auto-immun, 95% des cas. Parfois, dans le cas de collagénose. Donc, ça va arriver souvent que je vais demander une formule sanguine, un bilan inflammatoire, sédimentation, CRP, juste pour être sûr que ce n'est pas inflammatoire. Rarement la thyroïde, les cancers, ça peut être une manifestation. Et quand l'urticaire il est douloureux ou il laisse des cicatrices, à ce moment-là, on va faire une biopsie. Puis il y a une rare maladie qui s'appelle la vasculite urticarienne. J'en ai vu quelques cas, mais la majorité sont du spontané chronique auto-immun. Pourquoi ils ont développé ça? Ben, peut-être qu'ils ont rencontré un virus, peut-être qu'ils ont essayé de se défendre, puis leur système immunitaire était déréglé, puis ils ont formé des auto-anticorps. Je leur dis que c'est une allergie à eux-mêmes. Leur corps est devenu allergique à leur personne. Dans clinique, les tests d'allergie, c'est vraiment pas utile. Donc, si vous référez des patients pour urticaire chronique, dites-leur que c'est pour clarifier le traitement
pas pour que je fasse des tests d'allergie, parce que je ne les ferai pas de toute façon. Ça n'a aucune utilité. Ce n'est pas une maladie allergique quand c'est chronique. De façon non spécifique, je vais dire éviter ce qui déclenche. Hein. Parfois, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça va déclencher. Pas d'eau trop chaude, pas d'aliments trop épicés. Le stress, c'est très controversé, mais je remarque qu'il y a un lien entre stress et auto-immunité. Puis quand il y a des stresseurs importants, les patients ont plus d'urticaire. Il y a un lien. Alors, si on peut améliorer le stress, on va améliorer l'urticaire également aussi. Il y a les traitements aussi, et les antihistaminiques de deuxième génération sont la base du traitement. Omalizumab en deuxième, montelukast, cellulaire parfois, puis d'autres, mais on n'a pas beaucoup d'évidence, sauf peut-être pour la cyclosporine, qui peut être quand même assez toxique. Donc, la façon de gérer l'urticaire, c'est les antihistaminiques de deuxième génération moderne. Si c'est léger, et le patient prend un antihistaminique une fois par jour tel que recommandé, ça va. Par contre, si c'est plus sévère, on a le droit d'augmenter jusqu'à 4 fois la dose. Le cétirizine 20 devient 80 mg. Votre Rupall 10 devient 4 Rupall. Votre Blexten devient 4 Blexten. Et ça, les pharmaciens ont beaucoup de misère avec ça parce qu'ils me retournent toujours en disant ce qui est recommandé, c'est une fois par jour. Mais basé sur la science, basé sur les études, on s'est aperçu que 4 fois, ça améliorait la qualité de vie, ça améliorait l'urticaire, sans augmenter la toxicité du médicament. Donc, c'est pour ça qu'on n'hésite pas. J'ai des patients, moi, qui se traitent à un antihistaminique une fois par jour, qui vont en prendre 2 ou 3 supplémentaires si on attaque, puis vont baisser par la suite. D'autres qui ont besoin de prendre 4 doses d'antihistaminique par jour pour améliorer les symptômes. Si ça ne fonctionne pas, omalizumab, Xolair, un anticorps monoclonal par injection, est la meilleure deuxième ligne. Donc, évidemment, c'est un traitement par injection très dispendieux, hein, 1 500 $ par mois, et on peut durer 2-3 ans là-dessus, mais qui est couvert par la majorité des assurances. Si les patients n'ont pas d'assurance, des fois, je vais essayer de monter Lucas, qui est quand même, des fois, ça fonctionne. Et quand ça ne marche pas, ben là, je vais référer un immunologue ou un dermatologue pour considérer cyclosporine, qui est vraiment un traitement de dernier recours pour améliorer les patients. Donc, le but, c'est de choisir le traitement minimal qui va fonctionner pour notre patient, mais vous-même, vous avez tout à fait le droit de prescrire 4 fois la dose d'antihistaminique si le patient en a besoin. Un petit mot sur l'angioedème. Hein? Donc, il y a eu un cas cette semaine exactement comme ça, angioedème, alors que la patiente ressemblait à ça avant. Ben, rappelez-vous que les inhibiteurs d'enzymes de conversion, c'est la première cause d'angioedème isolé. Donc, quand les patients ont un angioedème de la langue, des lèvres, puis qui n'ont pas d'urticaire, c'est l'IACA. Donc, on n'a pas le choix, on doit complètement les arrêter. Il n'y a pas d'urticaire. Si vous avez de l'urticaire et de l'angioedème, ce n'est pas votre IACA. Parce que l'urticaire, dans le fond, c'est plus superficiel, puis l'angioedème, c'est plus profond, mais c'est exactement la même maladie. Il y a même environ 16 % des urticaires qui n'ont pas d'urticaire, qui ont juste de l'angioedème. Donc, ça peut coexister, mais c'est le même mécanisme auto-immun. Est-ce qu'on peut aller avec un ARA? 1 % de risque de réaction croisée. Donc, des fois, s'il y a vraiment un patient avec diabète, néphropathie, on peut aller vers un ARA à ce moment-là pour remplacer l'IACA. Le risque de réaction croisée est très faible. Donc, beaucoup d'informations, hein, beaucoup de pertes cliniques. On résume. Allergie respiratoire. On contrôle l'environnement. Donc, si l'animal ne peut pas partir, mesure anti-acarien, contrôle l'humidité. L'allergique n'aime pas l'humidité. L'environnement sec, c'est ce qui est le mieux pour lui. Le traitement devrait être prophylaxique. Votre patient va dire, il ne peut pas marcher le Nasonex, Flonase. Mais est-ce que tu avais le nez bloqué? Oui. Donc, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, il faut le faire avant. Puis même, parfois, les gens vont le prendre 2 heures avant d'aller visiter un chat ou un chien. Ils vont prendre un stéroïde d'inhalation nasale et vont s'apercevoir que ça va beaucoup mieux quand ils sont exposés. L'immunothérapie, c'est efficace. Et là, vous en savez un peu plus sur le sublingual, qui peut être une alternative au sous-cutané. Les anticholinergiques, hein? N'oubliez pas, en gériatrie, le nez qui coule, Atrovan intranasal. Allergie alimentaire, l'histoire. Est-ce que ça a l'air allergique ou ça n'a pas l'air allergique? Est-ce que c'est vraiment multisystémique? Est-ce que c'est rapide? Sinon, on n'est pas dans l'allergie alimentaire. Et oui, je vais faire les tests d'allergie si c'est pertinent, si j'ai vraiment une notion que c'est probablement immunologique. Et pour l'intolérance, c'est l'exclusion.
Il n'y a pas de test sanguin qui fonctionne pour l'intolérance. On fait simplement enlever ce qui cause des problèmes. Urticaire, est-ce que c'est aigu ou chronique? Expliquer aux patients chroniques que ça n'a rien à voir avec l'allergie. Et ça leur prend du temps parce qu'eux, ils cherchent toujours la cause. Puis ils vont dire, ça doit être le lait, ça doit être le bœuf, ça doit être mon lit, ça doit être mon savon. Il faut leur expliquer qu'ils sont allergiques à eux-mêmes et ça n'a rien à voir avec leur environnement. Les antihistaminiques, c'est la première ligne et on peut aller jusqu'à 4 fois la dose avant de considérer un traitement de deuxième. Omalizumab, le meilleur traitement de deuxième ligne, s'appelle Xolair. Très dispendieux, donné dans les cliniques d'injection spécialisées, mais qui fonctionne très bien quand vous avez échoué avec les antihistaminiques. Donc, le secret de la longévité, comme on m'a dit, c'est de continuer à respirer et manger. On ne peut pas arrêter. Mais si on respire mieux, puis si on mange mieux, en enlevant ce qui nous rend malade, je pense qu'on va vivre plus vieux à ce moment-là. Donc, c'est ce que je voulais discuter avec vous ce soir. Donc, j'avais promis des perles cliniques sur l'approche des maladies allergiques en 2020. Donc, merci beaucoup. Je sais que pendant la présentation, je voyais que le chat s'allumait un peu. Donc, je vais d'abord répondre à ces questions-là. Vous pouvez taper vos questions à ce moment-là. Et puis, on va évaluer ça. Donc, Saint-Bicard n'est pas couvert par les assurances. C'est vrai. Les lignes directrices sont là, mais il y a un patient qui paye. Donc, si on parle de l'asthme, Saint-Bicard a remplacé, si on veut, le Ventolin, mais il coûte quand même 5 fois plus cher. Si le patient est sur un régime privé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prescrire Saint-Bicard, PRN, il n'y a aucun problème. Si le patient est sur un régime public et qui a déjà pris un stéroïde inhalé, il a pris du Flovent, du Pulmicare, son Saint-Bicard va être couvert également aussi. Le problème, c'est le patient qui n'a pas d'assurance, qui doit payer ses médicaments. C'est lui, malheureusement, qui se retrouve dans une situation difficile parce que le stéroïde coûte quasiment aussi cher que Saint-Bicard, mais lui, il va se traiter au Ventolin. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se traiter, il va traiter une maladie inflammatoire avec un bronchodilatateur. Puis évidemment, il ne va rien faire pour l'inflammation. Donc, c'est une situation qui est difficile, puis je pense qu'il faut expliquer aux patients que l'asthme est une maladie inflammatoire, que le bronchodilatateur Ventolin fait juste ouvrir les bronches, mais ne traite pas l'inflammation. Donc, c'est une situation qui est difficile. Comment j'ai résolu ça? C'est en ayant beaucoup d'échantillons. Donc, je permets aux patients de dire au moins, change ta médication de secours, tu vas avoir cette pompe-là, puis si tu utilises quelques fois dans l'année, c'est bon. Mais en général, on sait que c'est mieux. Donc, quand le patient va avoir une exacerbation avec son Ventolin, ça va coûter plus cher au système. Donc, il faut trouver un moyen éventuellement de diminuer les coûts. Mais je dirais que je n'ai jamais eu de problème, sauf pour le patient qui doit payer sa médication. Je suis capable de faire passer sur les assurances sans problème et sur le régime public aussi. En crise aiguë, congestive causée par rhinite non traitée. Oui, absolument. C'est un très bon point. Si, mettons que vous voyez le patient au bureau et qu'il est en pleine crise d'allergie, vous dites, je ne peux pas te donner vraiment Nasonex là, parce que ton nez est déjà bloqué. Ce que vous faites, c'est que vous y allez au décongestionnant, mais en même temps, vous commencez votre stéroïde. Donc, vous commencez par mettre une dose d'Otrivin pour ouvrir le nez. Vous mettez votre stéroïde par la suite. Vous faites ça pendant 5 jours. Au bout de 5 jours, vous arrêtez votre décongestionnant et vous continuez votre stéroïde. Donc, décongestionnant 5 jours, aucun problème. Mais vous pouvez les combiner ensemble. Mais n'oubliez pas de commencer votre stéroïde en même temps. Donc, on ouvre au décongestionnant, on permet aux stéroïdes de marcher. Puis à ce moment-là, ça fonctionne. L'angioedème et la réaction cutanée sont-ils considérés comme un système? Oui, effectivement, un seul système. Donc, l'angioedème et l'urticaire, on considère comme un système cutané. C'est intéressant parce que l'urticaire chronique, c'est une maladie d'un système, donc ce n'est pas de l'anaphylaxie. Et la meilleure définition que je pourrais vous dire, c'est le patient qui a été piqué par une guêpe ou une abeille, puis qui va développer un gros urticaire, puis de l'angioedème, mais qui n'a pas d'atteinte cardio-respiratoire. Ce patient-là n'est pas à risque d'un choc anaphylaxique. La prochaine fois qu'il va être piqué par un insecte, il va avoir le même genre de réaction. Donc, dans ce cas-là, c'est important parce qu'on ne prescrira pas d'immunothérapie contre les venins de guêpes d'abeilles si la réaction est simplement cutanée. Ce qui nous inquiète avec les venins, c'est les symptômes cardio-respiratoires. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas besoin d'immunothérapie. Mais c'est une très bonne question. Angioedème et urticaire, un système cutané. On définit anaphylaxie comme
2 systèmes et plus. Donc, c'est important de faire la simplification aussi. Est-ce que vous avez des questions live? Vous pouvez ouvrir les micros. Vous pouvez continuer. Inhalothérapeute à la Région de Québec. Donc, inhalothérapeute, merci de vous être joint à nous. Je pense que vous avez appris effectivement les gros changements aux lignes directrices de l'asthme. C'est sûr que le bronchodilatateur à l'urgence va toujours avoir sa place. Lorsqu'on parle de nouvelles lignes directrices pour l'asthme, on ne parle pas du traitement de l'asthme à l'hôpital. Donc, vous allez avoir encore des bronchodilatateurs, des stéroïdes, etc., etc. Mais le but, c'est de prévenir les admissions à l'hôpital pour asthme. Donc, enseigner aux patients que l'asthme est une maladie inflammatoire, que la thérapie combinée est là pour ouvrir les bronches puis de les garder ouvertes grâce aux stéroïdes à ce moment. Hors sujet, comment évaluer la possibilité de moisissure? 2 façons. D'abord, on questionne l'environnement. Il arrive des fois que les patients ne sont pas au courant. Ils vont dire, je ne sais pas s'il y a de la moisissure. S'il voit du noir, en général, autour de la salle de bain, des fenêtres, c'est souvent de la moisissure. Donc, dans l'environnement, il y a des compagnies qui peuvent détecter les moisissures. On le fait souvent dans les édifices à bureaux gouvernement. On demande une qualité de l'air puis voir s'il y a des spores de moisissure. Donc, on peut savoir s'il y a des moisissures dans l'environnement par ces compagnies, par ces détecteurs-là. Et moi, à la clinique d'allergie, je peux faire des tests d'allergie pour toutes les moisissures. Aspergillus, Candida, tout ça. J'ai tout ça. Pas d'humidificateur dans l'allergie. Plus il y a d'humidité, plus il y a de moisissure, plus il y a d'acariens. Fait qu'il y a un mythe qui dit que les allergiques ont besoin d'humidité. C'est tout à fait faux. 40 % il va y avoir des acariens. À 60 % d'humidité, il va y avoir 3 fois plus d'acariens. 40 % c'est le taux d'humidité qui est recommandé pour les patients allergiques. Donc, si on est allergique, jamais d'humidificateur. Si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est pas grave d'être exposé à des moisissures si on n'est pas allergique. En même temps qu'on ne développe pas de l'aspergillose respiratoire. Mais on essaie de garder ça le plus sec possible. Est-ce que l'immunothérapie existe pour les chats? Donc, vous parlez des chats qui sont allergiques aux humains ou des humains qui sont allergiques aux chats? Parce que imaginez que les chats et les chiens peuvent être allergiques aux humains, mais il n'y a pas de vaccin pour les chats et les chiens contre les humains. Par contre, on a l'immunothérapie pour les chats et les chiens. Elle existe seulement en sous-cutané. Est-ce qu'elle est efficace? 50 % d'amélioration. C'est la moins efficace des immunothérapies. Avec les venins, guêpes, abeilles, c'est 97 % d'efficacité. Avec les pollens acariens, c'est 80 %. Avec les chats et chiens, c'est 50 %. Donc, il faut être honnête. Les symptômes vont être améliorés, mais je ne peux pas garantir une guérison complète. Mais si le patient insiste, il travaille comme vétérinaire, tout ça, je n'ai pas de problème à prescrire l'immunothérapie sous-cutanée pour chats et chiens. L'immunothérapie doit être répétée ou est bon avis. C'est un bon point. Plus le patient est âgé, plus il fait son immunothérapie tardivement, plus il va être à vie. Et la réponse, c'est que vers l'âge de 60 ans, les allergies s'améliorent de toute façon. Par contre, lorsqu'on fait une immunothérapie sous-cutanée ou sublinguale, c'est minimum 3 ans, puis ça peut aller jusqu'à 5 ans. Fait que ce que je faisais avant, moi, c'est que je faisais 5 ans d'immunothérapie sous-cutanée, puis je dirais que c'est bon pour 10-15 ans. Fait que dépendant où vous êtes, ça se peut que vous n'aurez plus besoin, ça se peut que ça revienne éventuellement. Donc, je vous dirais qu'une immunothérapie, maximum 5 ans, c'est bon pour 10 à 15 ans. Il est possible que vous ayez à la répéter. Pour ce qui est du lobe, le sublingual, on n'a pas assez de recul. C'est trop nouveau. Fait qu'on ne sait pas, on parle de traitement de 3 ans, mais ça se peut qu'on soit obligé de les reprendre au bout de 4 ou 5 ans. C'est qu'on n'a pas assez de recul, c'est trop nouveau. Mais encore là, l'immunothérapie sublinguale, si le patient apprend pendant 3 ans, il prend une pause de 3 ans, puis il recommence, c'est pas si mal. Parce que dans le fond, pour lui, c'était facile de prendre le médicament, puis c'est pas comme aller chez le médecin et avoir des injections. Donc, il y a des chanceux que l'immunothérapie, c'est bon à vie, particulièrement s'il a commencé plus tard. D'autres qui ont eu de l'immunothérapie dans l'enfance, puis ils vont recommencer adultes parce que ça ne marche plus. Donc, le système immunitaire, lui, continue d'évoluer jusqu'à l'âge de 60 ans, puis il commence à se calmer après. Mais à 60 ans, vous développez de la rhinite vasomotrice. Donc, on ne gagne pas au jeu du vieillissement, malheureusement. Donc, moi, je trouve ça drôle, l'immunothérapie pour les chats, parce qu'un chat et un chien allergiques aux humains, ça fait beaucoup de sens.
Donc, si votre animal éternue ou le nez qui coule en votre présence, c'est peut-être parce qu'il est allergique à vous. C'est les vétérinaires qui m'ont dit ça. Mais ils n'ont pas de vaccin contre les humains. Hein. Donc, chat, c'est bon. Micro. En fait, je ne sais pas si Géraldine avait ouvert les micros, mais moi, je n'ai pas de problème si vous voulez poser une question en direct. On va vous enregistrer, par contre. J'ai enlevé tous les micros. Parfait. Mais des fois, les gens sont timides aussi, là, donc le chat peut nous aider beaucoup. D'accord. Donc, écoutez, 8h05, on a dépassé un petit peu le temps, mais j'avais beaucoup de choses à partager. Donc, encore une fois, bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à cette conférence-là. Je vous rappelle l'importance d'évaluer hein, la conférence. Vous allez recevoir votre certificat d'accréditation également aussi. Géraldine va s'occuper de ça aussitôt que vous retournez votre formulaire d'évaluation. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. Donc, partager avec vous des perles cliniques. Puis, j'apprécie que vous avez été avec moi et passé votre mercredi soir avec moi. Donc, on se revoit très bientôt. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon courriel qui est ici. Puis, vous pouvez m'envoyer des questions. Ça me fait plaisir de vous aider. Sur ce, bien, bonne soirée tout le monde. Merci, Denis. Merci. Bonne soirée. Bye. Bonne fête.